Ma belle-mère folle a volé ma collection de clés vintage, alors j'ai appelé la police et les fait arrêter. Ma femme m'a menacé de me quitter si j'allais jusqu'à porter plainte, alors j'ai demandé le divorce moi-même. Ma belle-mère est incroyablement égoïste, et le fait que ma femme la soutienne constamment a rendu notre mariage très difficile. Récemment, elle est venue nous voir en exigeant que je lui achète un nouveau téléphone parce que le sien avait 2 ans et était dépassé. Quand j'ai refusé, elle a piqué une crise, s'est allongée par terre et s'est mise à taper des poings sur le plancher. J'ai quand même maintenu mon refus, alors elle est partie, non sans hurler qu'elle allait quand même obtenir ce téléphone. J'ai une collection de vieilles clés squelettes qui vaut plusieurs milliers de dollars et que je gardais dans une vitrine fermée à clé. Il y a quelques jours, je suis rentré chez moi pour trouver la vitrine forcée et toute ma collection envolée. J'ai vérifié les caméras de surveillance et j'ai vu ma belle-mère forcer le meuble avec un pied de biche. Je l'ai immédiatement appelée pour exiger qu'elle me rende ma collection, mais elle m'a répondu qu'elle avait déjà tout vendu dans un magasin de prêt sur gage et qu'elle avait utilisé l'argent pour s'acheter un nouveau téléphone. Elle a dit que c'était de ma faute parce que je ne voulais pas lui en acheter un. Ma femme semblait d'abord être de mon côté jusqu'à ce que je lui dise que j'allais porter plainte à la police. Elle m'a supplié d'abandonner et a même suggéré que je commence une nouvelle collection. J'ai refusé de lâcher l'affaire parce que ces clés n'étaient pas seulement précieuses, elles étaient irremplaçables. J'ai passé 10 ans à constituer cette collection. Mais ma femme a continué à s'énerver et à me dire de laisser tomber. Et pour répondre à la question que vous vous posez sûrement, comment ma belle-mère est-elle entrée dans la maison? Eh bien, ma femme lui avait donné une clé sans me consulter quand on a emménagé, voilà comment. Bref, revenons à ce jour-là. J'ai fini par prendre ma décision et appeler la police. Ils sont venus un peu plus d'1 heure après que j'ai contacté la ligne non urgente. J'avais préparé les vidéos de surveillance, les documents prouvant la valeur de ma collection, et même des textos que j'ai pris soin d'obtenir en poussant ma belle-mère à avouer. Je voulais avoir un maximum de preuves pour l'empêcher de mentir aux policiers. Quand je lui ai envoyé un message pour lui demander de me rendre ma collection, elle a littéralement répondu LOL en disant que je n'avais aucune chance, qu'elle me trouvait pathétique comme gendre et que ma collection de clés était ringarde. Je lui ai alors demandé dans quel magasin elle les avait vendues et combien elle en avait tiré. Et cette idiote m'a tout avoué dans les messages, fière comme tout. J'avais donc tout ce qu'il fallait quand la police est arrivée. Les agents ont pris l'affaire bien plus au sérieux que ce que je pensais. J'avais peur qu'ils considèrent ça comme une affaire civile, vu que la voleuse avait une clé de la maison, mais ils ont quand même arrêté ma belle-mère assez rapidement et sont allés récupérer ma collection au magasin avant sa fermeture. J'ai pu tout récupérer après quelques jours, et pour l'instant, j'ai mis la collection dans un endroit sûr et sécurisé. Le magasin de prêt sur gage a rendu la collection à la police comme s'il s'agissait d'un sac de patates brûlantes. J'ai vérifié chaque clé importante et, à ma grande surprise, tout semble être revenu. Un vrai soulagement. J'ai pris des congés et j'ai à peine dormi pendant 2 jours à cause de cette histoire. Le meuble que ma belle-mère a forcé est irrécupérable, elle a bousillé la serrure et les portes en le forçant. Heureusement, ce n'était pas une antiquité, juste un meuble d'occasion que j'avais payé 50 $, donc je vais simplement le jeter à la déchetterie. D'après ces textos, j'ai découvert qu'elle avait vendu toute la collection pour la modique somme de 300 $. Pour une collection de centaines de clés antiques valant entre 2000 et 3000 $ au total, ce chiffre m'a vraiment fait mal. Le prêteur sur gage savait sûrement ce qu'il faisait. Ce n'est pas le jackpot, mais de l'argent reste de l'argent, surtout quand une vieille dame débarque avec une boîte remplie de trésors. Quelqu'un d'autre entend le rire de Monsieur Crabbe, là. Quoi qu'il en soit, le remboursement dû au magasin devait être payé par ma belle-mère, mais c'est ma femme qui l'a fait avec notre compte joint. Le propriétaire du magasin m'a dit que ma belle-mère lui avait raconté que la collection appartenait à son mari décédé et qu'elle en avait marre qu'elle prenne la poussière en stockage. Pour clarifier, elle n'est pas veuve. Son mari l'a quittée et a déménagé dans un autre état il y a 15 ans. Ma belle-mère vit avec des aides sociales et des bons alimentaires. Elle organise aussi des vœux-de-grenier tous les 2 ou 3 mois et nous suppliait souvent de lui donner nos canettes de soda ou de bière pour qu'elle récupère la consigne. Elle ne conduit pas. Elle se déplace en scooter électrique avec une remorque à vélo. Elle vit dans une maison déjà payée, et elle n'aurait aucun souci d'argent si elle ne dépensait pas autant chaque mois. Et elle compte toujours sur ma femme pour combler ses fins de mois. Ma femme et moi nous sommes violemment disputés quand elle est rentrée, parce que j'avais fait arrêter sa mère. Mais je lui ai dit que j'en avais assez de son attitude dénablée envers sa mère toxique. J'ai aussi dit que j'allais changer les serrures dès que possible et lui interdire l'accès à la maison, et que soit on allait en thérapie de couple, soit je consulterais un avocat pour une séparation. Je pensais qu'elle me supplierait de ne pas le faire, mais au lieu de ça, elle m'a traité d'horrible personne, a fait une valise et est partie dans un motel. Je suis resté assis sur le canapé et je l'ai laissé partir. Elle s'est retournée plusieurs fois, comme si elle attendait que je la supplie de rester, mais je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin,
Elle m'a envoyé un message disant qu'elle allait payer la caution de sa mère et qu'elle voulait que je lui transfère l'argent puisque c'était moi qui avais fait arrêter sa mère. J'ai dit non, et tout ce que j'ai reçu, c'est un sarcastique « Waouh, Zrina ». Peu de temps après, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai vérifié notre compte joint. Ma femme y avait retiré une grosse somme. Je ne savais pas si c'était juste pour la caution, alors j'ai rappelé le magasin de prêt sur gage. Le propriétaire m'a confirmé que ma femme était venue lui rembourser les 300 $ que sa mère avait reçus. Il était d'ailleurs furieux et a dit qu'il ne voulait plus jamais voir aucun de nous dans sa boutique. J'ai compris sa colère, et bizarrement, on a eu une conversation assez longue. Il a compris que je n'étais pas de la même trempe que ma belle famille. J'ai essayé d'appeler et d'envoyer des messages à ma femme toute la journée, sans réponse. Ce soir-là, j'ai réussi à la retrouver. Je savais dans quel motel elle irait probablement, et j'ai eu raison. C'était un motel bon marché pas très loin. J'ai trouvé sa voiture, puis deviné dans quelle chambre elle se trouvait. Elle avait l'air choquée de me voir à la porte. Je l'ai confrontée à propos de l'argent qu'elle avait pris sur notre compte commun. Elle a simplement dit que, puisque j'avais refusé de payer la caution de sa mère alors que c'était moi qui l'avais fait arrêter, elle avait récupéré l'argent d'une autre manière. Elle m'a alors dit avec arrogance qu'elle ne remettrait pas cet argent sur notre compte commun cette fois-ci, et que c'était mon karma, avant de me claquer la porte au nez. Ensuite, elle m'a crié à travers la porte qu'elle appellerait la police si je ne partais pas. Son air suffisant m'a rappelé ces adolescentes arrogantes quand elles obtiennent ce qu'elles veulent. Ça m'a vraiment mis en colère. Je savais déjà que mon mariage était terminé, mais ce soir-là, j'en ai vraiment pris conscience. Je me suis posé avec des vieux jeux vidéo et du cola pour réfléchir à mon avenir. La maison est en location, donc je ne vais pas renouveler mon bail et je vais commencer à chercher un appartement. Le dernier mois du bail est en mars, mais je pourrais partir plus tôt si je trouve un logement. Heureusement, nous n'avons pas d'enfants. C'est déjà ça. Le lendemain, j'ai changé les serrures de la maison, vidé notre compte joint et arrêté tous les paiements automatiques qui y étaient liés. J'ai pris soin de ne retirer de notre compte commun que la somme exacte que j'y avais versée. Il en restait encore largement assez pour que je rentre dans mes frais tout en laissant le solde minimum requis. Quoi qu'il en soit, le coût de la caution de Émile et du remboursement du prêteur sur gage est désormais entièrement à la charge de ma femme. Je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai déjà consulté plusieurs avocats spécialisés en divorce et j'ai choisi le deuxième, car le premier donnait juste l'impression d'être là pour toucher son chèque. Je vais bientôt faire signifier les papiers du divorce. J'ai aimé ma femme, mais il est évident qu'elle ne m'aimait pas. Alors je ne peux plus rester avec elle. Elle peut garder sa mère voleuse et accumulatrice pour elle toute seule maintenant. Nos revenus sont à peu près équivalents, donc je vais demander un divorce avec partage équitable. Cette femme ne me méritait pas et je me suis fait avoir par sa mascarade. Elle ne voulait pas un mari. Elle voulait une assurance. Je poursuivrai toutes les charges possibles contre sa mère. Je donnerai d'autres nouvelles quand il y aura du nouveau, mais une chose est claire, je ne changerai pas d'avis. Ma future ex-femme peut supplier, me couvrir de fausses marques d'amour si ça lui chante, mais je ne céderai pas. Je n'ai jamais été sa priorité, et je ne vais pas me contenter d'être numéro 2 dans mon propre mariage. C'est terminé. Mise à jour 1. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver et engager une avocate spécialisée dans les divorces, et elle ne plaisante pas. Oui, mon avocate est une femme et elle a l'air très compétente. Elle m'a demandé plusieurs fois si j'étais vraiment sûr de vouloir divorcer, mais une fois que je lui ai raconté toute l'histoire et montré les preuves, elle a accepté immédiatement de lancer la procédure. Ce divorce va me coûter cher, mais je m'en fiche. Je reconstruirai mes économies plus tard, en homme libre. Je ne voulais même pas louer la maison où on vit actuellement. C'est ma femme qui avait insisté. Moi, j'aurais été heureux de rester dans notre ancien appartement, qu'on partageait avant, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment s'acheter une maison ensemble. Mais évidemment, ça n'arrivera jamais. Une fois qu'elle a libéré sa mère de prison, ma femme a passé quelques jours dans un motel bon marché, et elle m'a même menacé d'appeler la police quand je suis allé la voir là-bas. Avec la permission du propriétaire, j'ai changé les serrures pendant son absence et je lui ai envoyé un texto pour la prévenir. Apparemment, elle ne l'avait pas lu, car quand elle est rentrée, elle s'est mise à tambouriner à la porte en hurlant pour que je la laisse entrer. Je l'ai regardée faire par la caméra de la sonnette pendant un moment, puis elle a fini par m'appeler. J'étais sur le chemin du retour après un dîner avec mon meilleur ami, alors je lui ai simplement rappelé le texto qu'elle n'avait pas pris la peine de lire. Quand je suis arrivé et que je lui ai ouvert, elle avait les joues gonflées, les yeux rouges et un visage de chat vexé. Je lui ai tendu une nouvelle clé et je lui ai dit que si elle en donnait encore une à sa mère, je préviendrais notre propriétaire, qui était déjà très fâché qu'elle lui ait donné un double. Je ne sais pas ce que le propriétaire aurait pu faire, mais c'était suffisant pour qu'elle obéisse, du moins pour le moment. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps ici. Ma belle-mère croit toujours qu'elle n'a rien fait de mal et joue les victimes auprès de ma femme à la moindre occasion.
Elle n'a plus le droit de venir ici, pour des raisons évidentes, et elle me traite de monstre, tout comme ma femme. Je n'ai jamais été aussi content qu'Émile n'ait pas d'amis, parce que sinon elle leur raconterait sûrement une version complètement faussée de l'histoire pour me faire passer pour le méchant. Elle connaît désormais la valeur approximative de ma collection de clés et sait qu'elle risque des accusations criminelles, même si j'ai récupéré toute ma collection en bon état. Elle pourrait donc bénéficier d'une réduction des charges. J'espère qu'elle sera punie de manière décente, mais je n'ai pas beaucoup foi en la justice pour sanctionner une manipulatrice comme elle. Comme je l'ai dit dans mon message précédent, ma femme a payé la caution de sa mère et a remboursé le prêteur sur gage avec de l'argent pris sur notre compte commun, puis elle m'a dit, avec un air satisfait, qu'elle ne remettrait pas cet argent sur le compte. C'était un coup tordu, une tentative de tout me faire porter financièrement. Depuis, j'ai retiré tout l'argent que j'avais sur ce compte et j'ai annulé tous les paiements automatiques pour qu'elle ne puisse plus dépenser mon argent. J'ai aussi changé tous mes mots de passe. Elle a fait une crise monumentale quand elle a fini par vérifier le compte quelques jours plus tard, car cela signifiait que tout l'argent qu'elle avait déboursé pour la caution et le remboursement était maintenant uniquement à sa charge. Et elle n'avait plus accès à mes fonds pour se dépanner. Je l'ai ignoré pendant sa crise et suis allé dans le bureau regarder des animés sur mon ordinateur. Elle a tambouriné à la porte un bon moment en exigeant que je lui parle. Je suis resté silencieux, casque sur les oreilles. Elle a continué de me demander d'abandonner toutes les charges contre sa mère et a même dit que si je l'aimais vraiment, je ne ferais pas tout ça et je paierais même à sa place. Quand j'ai refusé, elle est allée dormir dans la chambre d'amis. Elle a d'abord essayé de me virer de la chambre principale, mais j'ai été très clair, je ne céderai pas la chambre principale alors que c'est elle qui est en tort. Elle a tenté de sortir mes affaires, mais je l'ai bloquée en pointant mon doigt vers son visage et en lui disant oh non comme à un chien. Elle a fini par pleurer en disant que je la rabaissais, mais je m'en fichais. Et pour couronner le tout, elle m'a avoué par pur dépit que, avant que tout cela ne dégénère, elle comptait faire venir sa mère vivre chez nous à plein temps, à cause de l'état de sa maison pleine de bazar. Elle s'est vantée qu'elle comptait la déménager en douce pendant que je serais au travail. Je lui ai répondu qu'on était censé être partenaires égaux avant que tout cela n'arrive, et que j'en avais assez de ses décisions prises seule dans son coin. Et tant que je paie 50% du loyer, sa mère ne vivra pas ici. Et si elle essaie, je fous toutes ses affaires à la rue immédiatement. Ma femme avait l'air de vouloir exploser et est allée boire un verre en appelant sa mère bruyamment dans la cuisine. Moi, j'ai simplement enlevé ses affaires de la chambre principale et les ai mises dans l'autre pièce. J'ai aussi installé une nouvelle serrure à la porte de la chambre principale. J'ai fait signifier les papiers du divorce à sa place de travail, ce qu'elle a très mal pris. Elle s'est sentie humiliée devant ses collègues et a explosé de colère à la maison. Apparemment, elle ne pensait pas que j'étais sérieux jusqu'à ce qu'elle ait les papiers sous les yeux. Elle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, mais je lui ai répondu que j'en avais assez. Elle m'a clairement montré où elle se situe. Je lui ai dit que j'avais appris une phrase intéressante sur Internet. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Et elle m'a clairement montré qui elle est, et ce n'est pas la femme dont je suis tombé amoureux. Cette femme a disparu et a été remplacée par une petite fille à maman capricieuse qui refuse d'agir en adulte dès qu'on s'est marié, ce qui rend la chose encore plus évidente, elle a tout planifié. À ce stade, je ne pense pas qu'elle m'ait jamais aimé, juste mon portefeuille. Je ne peux pas rester marié à une femme qui m'a piégé pour l'épouser. Et là, elle a commencé à hurler qu'elle n'était pas une croqueuse de diamants. Alors je lui ai demandé si elle aurait été prête à rester mariée avec moi si j'avais fait exactement les mêmes choses qu'elle m'a faites. Elle a essayé de nier au début, puis a regardé autour d'elle comme si elle cherchait une meilleure réponse, et finalement, elle a juste détourné la conversation en me gaslightant comme d'habitude. Mais cette fois, je n'ai rien laissé passer. Je lui ai dit sur le champ que je ne renouvellerai pas le bail de la maison avec elle, parce que je ne veux pas vivre avec une femme enfant capricieuse à qui je ne peux plus faire confiance. Si elle veut garder la maison, qu'elle commence un nouveau bail toute seule et qu'elle y installe sa mère une fois que je serai parti. C'est là que les vraies larmes ont commencé à couler. Elle m'a dit que j'étais en train de détruire notre famille. Je lui ai répondu, quelle famille? Et j'ai souligné qu'on n'a pas d'enfant, et que sa mère compte plus pour elle que moi. J'ai dit, ta famille, c'est elle, pas moi. Puis je suis parti. Elle a pleuré bruyamment dans le salon pendant des heures, mais je l'ai ignorée. Maintenant, elle m'ignore complètement et refuse de me regarder dans les yeux. En fait, je trouve ça agréable, et ça la rend encore plus furieuse. En bonus, j'ai averti notre propriétaire actuel du fait que ma femme voulait faire venir sa mère dans la maison. Je lui ai donné tous les détails que j'avais sur ma belle-mère, l'état désastreux de sa maison de thésaurisation, et à quel point ma femme est une fille à sa maman complètement dans le déni. Je l'ai averti que s'il laissait ma belle-mère s'installer dans l'une de ses propriétés, elle en ferait un vrai cauchemar. Il m'a remercié pour les infos et m'a dit qu'il n'autorisera pas ma femme à renouveler le bail toute seule. Il compte bientôt remettre la maison en location. Ma femme n'en a aucune idée, et même avec l'aide de sa mère,
Elle aurait tout juste pu se permettre cette maison. Dernière chose, hier, quelqu'un m'a conseillé de retirer complètement mon nom du compte bancaire joint pour ne pas être responsable en cas de découvert. J'ai suivi ce conseil à la lettre et je suis allé à la banque pour le faire. Ça n'a pris que quelques minutes, et la banque est à 10 minutes de route. Tout est réglé maintenant. Comme je travaille à domicile ces derniers temps, j'ai eu le temps de m'en occuper. Tous les relevés bancaires ont déjà été imprimés et remis à mon avocate, donc je peux enfin me laver les mains de tout ça. Mise à jour 2. Après environ une semaine de silence total de sa part, ma femme n'a plus tenu et a commencé à me bombarder d'amour. Elle a même essayé de me faire à manger et de me faire boire. Je lui ai dit pendant qu'elle cuisinait que je ne toucherais à rien de ce qu'elle préparait. Déjà, c'est une piètre cuisinière. Et en plus, je ne lui fais plus confiance pour ne rien mettre de suspect dans la nourriture. Elle a préparé des hamburgers trop cuits, et je n'y ai pas touché. Je n'ai pas non plus bu l'alcool, les bières étaient déjà ouvertes. Elle s'est mise à pleurer et m'a accusé d'être méchant de refuser son repas. J'ai répondu froidement que c'était parce que je ne lui faisais plus confiance. Elle a rétorqué que ce n'était pas comme si elle m'avait trompé. J'ai dit qu'elle aurait tout aussi bien pu, puisque sa mère avait toujours été plus importante pour elle que moi, l'homme qu'elle a épousé. On ne peut pas faire durer un mariage en traitant son conjoint comme secondaire. Elle a changé de sujet, a fondu en larmes, et m'a supplié que si j'arrêtais le divorce, on pourrait suivre la thérapie de couple que je voulais, et qu'elle ne ferait jamais vivre sa mère chez nous. Je lui ai dit que c'était bien trop tard. Elle avait sa chance, et elle l'a gâchée. Elle a clairement montré où elle se situait. Depuis 2 ans, elle n'a fait aucun effort pour s'améliorer, elle faisait juste bonne figure en public. Pourquoi je resterais dans une relation aussi toxique ? Elle a enfin été honnête pour une fois et a reconnu qu'elle m'aurait probablement quitté si j'avais agi comme elle. Mais elle continuait malgré tout à me supplier d'abandonner le divorce. J'ai simplement quitté la pièce pour aller dans mon bureau. Elle ne s'est pas arrêtée et a même tenté d'initier des rapports intimes à plusieurs reprises. Elle se baladait dans la maison en lingerie, parfois avec juste un tablier en dentelle, une tenue qu'elle n'avait pas portée depuis notre lune de miel, même quand je le demandais. Elle a essayé de me caresser, de jouer avec mes cheveux, de s'agenouiller pour me séduire. Je n'ai rien cédé. Elle a fini par me gaslighter encore une fois avec la phrase « Je ne suis pas assez bien pour toi, c'est ça ?» Je lui ai répondu qu'elle l'avait été autrefois, mais que je ne pouvais plus la voir de cette façon. Elle s'est mise à boire lourdement après ça, et a vomi dans la cuisine. À ce stade, je ne serais pas surpris si elle essayait de me piéger avec un bébé ou de me faire accuser à tort. Je ferme ma porte à clé pour dormir, et j'ai installé une caméra cachée dans ma chambre. Je veux quitter cette maison, mais je dois attendre que mon nouveau logement soit prêt. Elle a recommencé à pleurer à chaudes larmes, en disant qu'on pouvait encore sauver notre mariage. Mais j'ai déjà trouvé un appartement qui sera disponible début à mi-mars. J'ai aussi contacté tous les fournisseurs pour les prévenir du changement. Maintenant, ma femme panique, car elle doit se trouver un logement en urgence. Honnêtement, je me fiche d'où elle va finir. Je suis juste heureux de bientôt quitter cette maison. Et je ne lui ai pas dit où se trouve mon futur appartement. Elle a déjà essayé de me le faire dire 3 fois. Dès qu'il est prêt, je commencerai à déménager mes affaires. Je prendrai le lit de la chambre d'amis, c'est moi qui l'ai payé. Il est plus facile à transporter que le lit king size de la chambre principale. Elle peut garder le reste des meubles. Elle peut les vendre ou les laisser au prochain locataire. Ça ne me regarde plus. L'appartement que je vais prendre est un T2. L'ancien locataire l'a laissé en mauvais état, donc il faudra faire quelques rénovations. Mais je l'ai choisi car le loyer est bien moins élevé que la maison, et je serai beaucoup plus près de mon travail, je pourrai y aller à pied ou à vélo. Je n'ai pas fait de vélo depuis des années, car ma femme refusait toujours d'en faire avec moi. Encore une chose qu'elle m'a empêché de faire. Alors, une des premières choses que je ferai en emménageant, c'est m'acheter un vélo. Mise à jour 3. Il y a quelques mois, j'ai anonymement signalé ma belle-mère comme étant une grave cas de thésaurisation. Quelqu'un ici m'avait suggéré de la dénoncer auprès des pompiers, et à l'époque, j'étais tellement en colère contre elle pour avoir volé ma collection et m'avoir pourri la vie que j'ai décidé de le faire. Émile accumule compulsivement des objets depuis que ma femme est adolescente. La maison était remplie de déchets pourrissants et infestée de rongeurs. J'y ai vu des rats moi-même. J'ai appelé la mairie depuis un numéro trouvé sur Google. Au début, j'ai cru que rien ne se passerait, car plusieurs semaines sont passées sans nouvelles. Mais apparemment, quelqu'un a enquêté, car la maison d'Émile a été inspectée. Et elle était en bien pire état que ce que je croyais. Ce n'était pas seulement un grave risque d'incendie pour elle-même et pour tous ceux qui l'entouraient, infestés de rongeurs. Il y avait aussi des fils électriques dénudés, une fuite dans le toit qui durait depuis des années et avait causé de graves dégâts par pourriture, ainsi que de la moisissure noire. L'extérieur de la maison n'avait pas l'air si mal, et elle se trouvait dans un quartier rempli de vieilles maisons similaires, ce qui explique sûrement pourquoi personne ne l'avait jamais signalé, jusqu'à ce que je le fasse.
Ma femme a fini par comprendre que c'était moi qui avais signalé sa mère, vu le timing et tout. Elle est rentrée à la maison furieuse et a commencé à me hurler toutes les choses que sa mère lui avait racontées à propos de l'inspection, et que sa mère risquait désormais de perdre sa maison. Mais honnêtement, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un truc comme ça n'arrive. Si je ne l'avais pas signalé, quelqu'un d'autre l'aurait fait tôt ou tard. Elle m'a hurlé dessus que j'étais une personne horrible et sournoise. Je lui ai demandé si elle préférait être la poêle ou la bouilloire, référence à l'expression anglaise Calling the Kettle Black, l'hôpital qui se moque de la charité, puis je lui ai rappelé toutes les raisons pour lesquelles nous étions en train de nous séparer. J'ai fini par perdre mon sang-froid, et je lui ai balancé que tout ça, c'était la conséquence directe de son comportement. Le fait qu'elle ait constamment couvert sa mère nous avait menés là. Le fait qu'elle ait traité le vol de ma précieuse collection de clés squelettes, que j'ai mis 10 ans à construire, comme si ce n'était pas grave, c'est ce qui avait causé tout ça. Et son comportement égoïste, ses décisions prises toute seule comme une gamine gâtée depuis notre mariage, tout cela nous avait amenés à cette situation. Dans un couple, les décisions se prennent à deux. Mais elle les prenait systématiquement seule, sans jamais me consulter. Alors j'ai pris une décision unilatérale moi aussi, pour une fois, et j'ai signalé sa mère. Parce que c'était nécessaire. Sa maison était un danger, pour elle et pour tout le voisinage. Je lui ai dit que j'en avais ras-le-bol de tout garder pour moi, de ravaler mes frustrations pendant qu'elle et sa mère me marchaient dessus en me faisant passer pour le méchant. Sa mère ne recevrait plus rien de ma part, et peut-être qu'elle serait un peu moins folle une fois qu'elle ne vivrait plus dans une maison saturée de relents d'ordures pourries, d'excréments de rongeurs, et de moisissures noires de malheur. Ma femme est simplement partie en reniflant, en me maudissant. Ouais. Je sais que je suis allé trop loin. J'étais tombé aussi bas qu'elle. J'ai passé cet appel parce que j'étais en colère, mais je n'ai eu d'autre choix que d'assumer ma décision une fois qu'elle était prise. Ma belle-mère a fini par exiger que ma femme paie les frais de nettoyage et de rénovation de la maison. Mais elle ne pouvait pas se le permettre. D'après ce que j'ai entendu, sa mère est entrée dans une rage folle en lui demandant de trouver l'argent par tous les moyens, allant même jusqu'à lui dire de me faire payer, puisque c'était moi qui avais dénoncé la maison. Elle a même dit à ma femme de me poursuivre en justice, mais ma femme lui a répondu que ça ne marcherait pas. La maison était dans un état épouvantable, des ordures pourries, des fils dénudés, une toiture fuyante, du bois pourri, de la moisissure noire, personne ne devrait vivre là-dedans. Quand ma femme a tenté de lui expliquer qu'elle n'avait pas les moyens de financer le nettoyage et les travaux, sa mère s'est jetée sur elle comme une bête sauvage. Elle l'a frappée, griffée à plusieurs reprises, et a même essayé de lui arracher les cheveux. Et c'est là que c'est arrivé. Ma belle-mère a fait une crise cardiaque sur le coup. Le fait d'entrer dans une rage pareille contre sa fille l'a sans doute déclenché. Ma femme a immédiatement appelé le 911 en cherchant de l'aspirine dans la maison, mais quand les secours sont arrivés, sa mère était déjà décédée. Ma femme est rentrée à la maison avec un policier, pour une raison que j'ignore, et elle s'est mise à hurler contre moi, complètement hystérique, disant que tout cela était de ma faute. Et dans ses cris, j'ai appris que sa mère avait un cœur fragile. C'était la véritable raison pour laquelle elle touchait une pension d'invalidité. Et ça expliquait pourquoi elle mettait si souvent sa main sur sa poitrine en pleurnichant quand les choses n'allaient pas dans son sens. Le policier a dû intervenir et nous séparer. Elle s'est effondrée sur le canapé en pleurant. Je détestais ma belle-mère de tout mon être, mais je n'ai jamais voulu provoquer sa mort. Et je ressens toujours une grande culpabilité à ce sujet. D'après ce qu'a dit le policier et ce que ma femme m'a hurlé, j'ai fini par recoller les morceaux et taper ce récit. Mais à l'époque, je n'ai pas pu me résoudre à le publier. Je me sentais encore rongé par la culpabilité. Ce soir-là, quand j'ai appris que ma belle-mère était morte, ma femme a réussi à se calmer suffisamment pour parler plus clairement au policier. Mais elle passait sans cesse de « c'est ma faute » à « c'est ta faute ». Je lui ai demandé, de l'autre côté de la pièce, pourquoi on ne m'avait jamais parlé du problème cardiaque de sa mère. Et elle m'a hurlé que ce n'était pas mes affaires. Mais ça expliquait pourquoi elle jouait toujours la tragédienne avec sa poitrine et ses larmes. Ensuite, ma femme est allée dans la salle de bain qu'elle utilisait depuis qu'on ne dormait plus ensemble. Elle a demandé au policier un moment seul, puis, elle a complètement pété les plombs là-dedans. Elle est ressortie quelques minutes plus tard, le visage fermé mais calme, et m'a dit que c'était à moi de nettoyer ce foutoir. Elle a refait ses valises et a quitté la maison pour retourner au motel, en précisant qu'elle ne reviendrait que pour récupérer ses affaires. À ce moment-là, je me sentais tellement coupable que je n'arrivais plus à fonctionner. J'ai dû prendre un congé au travail à cause de migraines liées au stress. J'ai passé 3 jours vautré sur le canapé, sous mes docs. Mais après ça, je me suis ressaisi. Tous mes amis me disent que ce n'est pas ma faute, que je ne savais pas, et que ma belle-mère était complètement folle. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Et je dois vivre avec ça.